Et que feriez-vous si, en cherchant quelque chose d'aussi banal qu'un chargeur, vous découvriez une vérité capable de briser votre vie en 1000 morceaux? La plupart des gens crieraient. D'autres pleureraient. Mais notre histoire d'aujourd'hui ne parle pas de chaos. Elle parle de calme. Un calme dangereux et calculé. C'est l'histoire de Sophie, une femme qui, face à la trahison, n'a pas cherché la confrontation, mais la stratégie. Accrochez-vous, car vous allez découvrir comment le silence peut devenir plus assourdissant qu'une tempête. La chambre était silencieuse, de ce silence qui n'existe qu'après minuit, quand une maison semble retenir son souffle. La valise d'Olivier était ouverte sur le lit, impeccablement rangée, comme toujours. Des chemises pliées. Avec une précision militaire, des chaussettes roulées serrées. Sa ceinture en cuir était posée à plat, pour ne pas la froisser. C'était un homme qui croyait que le contrôle était synonyme d'ordre. J'ai soulevé une pile de chemises. Atteint le coin inférieur, et je me suis figé. Ce n'était pas à moi. Une nuisette en soie, pliée une fois, puis une autre. Couleur champagne, bretelle. Délicate. Un tissu doux et cher qui captait la lumière de la lampe d'une manière qui semblait presque intentionnelle. La taille n'était pas la bonne. Trop petite, trop légère, trop jeune. Pendant une seconde, mon cerveau a tenté de me sauver. Peut-être un cadeau de l'hôtel. Peut-être un cadeau pour quelqu'un d'autre. Peut-être quelque chose d'explicable. Si je n'y réfléchissais pas trop. Mais je savais. Je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas touché plus que nécessaire. Je n'ai pas pleuré. C'était ça, l'étrange. Pas de main tremblante, pas de souffle court. Juste un déclic silencieux dans ma poitrine, comme une porte qui se ferme. 12 ans de mariage m'avaient appris les habitudes de mon mari. Olivier ne faisait jamais sa valise à la légère. Il ne commettait jamais ce genre d'erreur, ce qui signifiait que ce n'en était pas une. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le mur. L'horloge indiquait 1h17 du matin. Dehors, une voiture est passée. Le sifflement de ses pneus sur la chaussée humide. La vie continuait, ignorant que quelque chose d'irréversible venait de se produire dans la chambre tranquille d'une maison en Touraine. J'ai pensé à l'appeler. Il dormait dans la pièce d'à côté, son téléphone sur la table de chevet, face vers le bas, comme toujours. Un seul mot de ma part aurait instantanément brisé le mensonge. Mais je ne voulais pas de bruit. Je voulais de la précision. Car si cette femme croyait être en train de gagner, si mon mari me croyait aveugle, alors ils méritaient tous les deux la même chose. Une surprise si soigneusement planifiée qu'elle les suivrait longtemps après que la soie aurait été oubliée. Et tandis que je repliais la nuisette dans la valise, un calme s'est installé en moi qui aurais dû m'effrayer, mais ce ne fut pas le cas. Le matin venu, le jeu serait déjà enclenché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que je pleurais, mais parce que mon esprit ne cessait de travailler. Quand la trahison se montre enfin, elle n'arrive pas toujours comme une tempête. Parfois, elle se présente comme un tableur Excel, froide, silencieuse et impossible à contester. À l'aube, Olivier dormait encore. J'étais allongé à côté de lui, fixant le plafond, faisant déjà des calculs qu'il ne m'aurait jamais cru capable de faire. La première chose que j'ai faite après son départ pour le travail a été d'ouvrir le coffre-fort dans le placard du couloir. Acte de mariage, titre de propriété, relevé bancaire, tout ce en quoi j'avais eu une confiance aveugle. Pendant des années, un par un, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été soigneusement restreinte. La maison était à son nom.
Les comptes principaux étaient des comptes joints. Mais il nécessitait sa signature pour les virements importants. Mes revenus d'indépendante étaient irréguliers, versés sur un compte qu'il appelait nonchalamment le compte secondaire. Ce n'était pas de la maltraitance, c'était pire. C'était une structure construite lentement, poliment, avec mon consentement, jusqu'à ce que partir semble mathématiquement impossible. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, mon expresso refroidissant à côté de moi. Dehors, la vie du quartier suivait son cours habituel. Des gens promenant leurs chiens, des camionnettes de livraison. Une femme en jogging avec des écouteurs, ignorant que mon mariage venait de franchir une ligne infranchissable. J'ai cherché mon nom dans de vieux courriels, retrouvé des contrats que j'avais laissés expirer, des clients que j'avais doucement écartés parce que le travail d'Olivier exigeait de la flexibilité. J'avais fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, cela ne me laissait aucun levier. Pour la première fois, la peur s'est insinuée. Pas la peur de le perdre. La peur de me perdre moi-même si je réagissais trop vite. Si je le confrontais maintenant, il s'excuserait juste. Assez. Il promettrait de changer avec le temps. Si j'explosais, on me qualifierait d'émotive. Si j'accusais sans preuve, on me dépeindrait comme paranoïaque. J'avais déjà vu ce schéma, mais pas dans ma propre vie. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, pressant mes doigts contre mes tempes. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité dont personne ne vous prévient. Être calme est dangereux, mais être sous-estimé est mortel. Olivier croyait que je dépendais de lui. Manon croyait me remplacer. Ces deux suppositions m'ont offert quelque chose d'inestimable. Du temps. Je n'avais pas encore besoin d'une porte de sortie. J'avais besoin d'informations, de schémas récurrents, d'alliés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'avais besoin de savoir exactement jusqu'où cela allait avant de faire le moindre mouvement. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile. Je suis restée silencieuse. Et, tandis que la maison se calmait à nouveau autour de moi, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas demander la vérité. J'allais les laisser la révéler eux-mêmes. Je suis allé voir Geneviève Lefebvre cet après-midi-là sous le prétexte le plus sûr que je connaisse, l'inquiétude. Elle vivait seule dans une maison de ville tranquille à Amboise, à 20 minutes de route, le genre de maison avec des haies taillées et des meubles qui n'avaient pas changé de place depuis des décennies. Olivier disait que c'était démodé. Moi, je disais que c'était intentionnel. Rien dans la vie de Geneviève n'existait par accident. Elle a ouvert la porte avant même que j'aie frappé deux fois, ses yeux vifs scrutant mon visage comme il l'avait toujours fait. « Tu as l'air fatigué », dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Ni inquiète, ni surprise, observatrice. « Je n'ai pas bien dormi », ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. Sa maison sentait légèrement la lavande et les vieux livres. La télévision était éteinte, aucun bruit de fond. Geneviève détestait les distractions. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, des tasses en porcelaine entre nous, la vapeur s'élevant lentement. Elle ne m'a pas pressé. C'était son talent, laisser le silence faire le travail. Au bout d'un moment, elle s'est levée. « Aide-moi avec le placard de l'entrée, » dit-elle. Nonchalamment. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Le placard était étroit, rempli de manteaux, d'écharpes, de boîtes étiquetées d'une écriture soignée. Alors que je tendais la main pour écarter un manteau d'hiver,
quelque chose a glissé de l'étagère du dessus et a atterri doucement à mes pieds. Du coton plié, aminci par le temps, un pyjama fleuri. Je me suis penché, le ramassant avec précaution. Le tissu était usé mais propre. Les fleurs s'étaient estompées en dedous bleu et jaune. Brodé dans le col d'un fil en boucle, il y avait un nom. Geneviève. Elle m'a regardé le lire. C'était pour mon premier mariage, dit-elle d'un ton égal. Avant que le père d'Olivier n'apprenne à mentir. De manière convaincante. J'ai levé les yeux, surprise. Elle n'avait pas parlé d'eux. Lui depuis des années. J'ai pleuré, continua-t-elle en se tournant vers le comptoir comme si elle parlait de la météo. J'ai crié. Je me suis ridiculisé devant des gens qui prenaient plaisir à assister à la scène. Elle a fait une pause, puis a ajouté. Ça n'a pas sauvé mon mariage. Ça lui a seulement appris que j'étais prévisible. J'ai plié le pyjama lentement, sentant quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pourquoi le garder? Geneviève a croisé mon regard. Pour me souvenir de ce qu'il ne faut pas faire. C'était là. Pas un conseil, une permission. Elle a tendu la main, a pris le pyjama de mes mains, puis l'a replacé sur l'étagère avec soin. Certaines femmes pensent que la dignité, c'est le silence, dit-elle. D'autres pensent que c'est le bruit. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une question de timing. J'ai dégluti. As-tu jamais regretté de ne pas être parti plus tôt? Non, répondit-elle. J'ai regretté de partir sans avoir le contrôle. La pièce sembla alors plus petite, plus lourde. Le regard de Geneviève s'est adouci, mais sa voix non. Quoi que tu traverses, Sophie, ne te précipite pas pour être comprise. Précipite-toi pour être prête. En quittant sa maison, l'image de ce pyjama est restée avec moi, modeste, discret, inoffensif à première vue. Et soudain, j'ai su exactement comment cela allait se dérouler. Pas avec colère, mais avec la mémoire. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison s'endormât. Nouveau. La respiration d'Olivier était régulière, prévisible, le même rythme que j'avais écouté pendant des années sans jamais remettre en question ce qu'il cachait. Je me suis déplacé en silence, non pas par peur de le réveiller, mais parce que le silence était devenu mon allié. Le bruit appartenait aux gens qui voulaient être arrêtés. La valise était toujours ouverte au pied du lit, à moitié faite pour son prochain voyage. Il faisait toujours sa valise en avance. Une autre illusion de contrôle. Je me suis agenouillé à côté, la moquette fraîche sous mes genoux, et j'ai soulevé les chemises pliées avec soin. Elle était là. La nuisette en soie reposée au fond, intacte depuis la veille. Dans la pénombre, elle paraissait encore plus délibérée. Le tissu était lisse, cher, confiant. Ce n'était pas juste un vêtement. C'était un message, un que je n'étais jamais censé lire. Je l'ai tenu un instant de plus cette fois, non. Pas pour l'inspecter, mais pour en accuser réception. Puis je l'ai mise de côté. De mon sac, j'ai sorti le pyjama fleuri. Le pyjama de Geneviève. Il était plus léger que ce à quoi je m'attendais. Le coton était adouci par le temps et les lavages. Les fleurs semblaient presque joyeuses, le genre de motif qu'on ne remarquerait pas dans un tiroir rempli de choses destinées à être vues. Je les dépliais avec soin, lissant les plis comme le faisait toujours Geneviève. Le nom brodé à l'intérieur du col a capté la lumière une seconde. Geneviève Lefebvre. Je n'ai pas hésité. J'ai plié le pyjama. Avec précision,
imitant la forme et la taille exacte de la nuisette. Même coin, même emplacement. Puis je l'ai glissé dans la valise, exactement là où se trouvait la soie. J'ai refermé le couvercle à moitié, puis je me suis arrêté. Cette partie était importante. Je l'ai rouverte, j'ai ajusté les chemises, aligné la ceinture, roulé les chaussettes plus serrées. Je voulais que tout le reste familier, inchangé. Si Olivier sentait une perturbation, il regarderait de plus près. J'avais besoin qu'il soit confiant, négligent. Quand j'ai eu fini, la valise avait l'air parfaite. Je suis resté là un long moment, à écouter la maison, le bourdonnement du réfrigérateur, le faible tic-tac de l'horloge du couloir. C'était le son d'une vie encore intacte en surface. J'ai emporté la nuisette en soie dans la buanderie, je l'ai pliée une fois de plus et je l'ai placée dans une simple boîte de rangement. Pas comme une preuve. Pas comme un levier, comme un rappel. De retour au lit, je me suis allongé à côté de mon mari et j'ai fixé l'obscurité. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ainsi que j'ai su que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la stratégie. Au moment où Olivier est parti pour l'aéroport le matin, il m'a fait la bise comme toujours, complètement inconscient que sa valise transportait désormais une histoire bien plus lourde que ce qu'il avait prévu. Et quelque part entre notre au revoir silencieux et la fermeture de la porte d'entrée, le dénouement est devenu inévitable. Il ne le savait tout simplement pas encore. Olivier est parti juste après le lever du soleil. Je me tenais dans la cuisine, alors qu'il se déplaçait dans la maison avec l'efficacité tranquille d'un homme qui croyait que tout était à la place où il l'avait laissé. Veste de costume sur la chaise, téléphone à la main, mug de voyage rempli à moitié parce qu'il ne le finissait jamais de toute façon. La valise attendait près de la porte, droite et obéissante, gardant son secret sans résistance. Il m'a fait la bise comme un réflexe. Ni chaud, ni froid, automatique. Je t'appelle ce soir, a-t-il dit. Déjà à mi-chemin dans le couloir. J'ai hoché la tête. Bon vol. La porte d'entrée s'est refermée avec un déclic doux. Pas de drame, pas de pause, aucun instinct en lui que quelque chose de fondamental avait changé. Par la fenêtre. Je l'ai regardé charger la valise dans le coffre de sa Peugeot, la redresser une fois, puis s'éloigner sans un regard en arrière. Ce n'est qu'après la disparition de la voiture que j'ai expiré. La maison a semblé différente immédiatement. Pas plus vide, mais plus silencieuse d'une manière qui laissait place à la pensée. J'ai versé le reste de son café dans l'évier et j'ai rincé lentement le mug, écoutant l'eau couler. Le contrôle n'était pas bruyant. Il était délibéré. En milieu de matinée, j'étais assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert, la lumière du soleil s'étirant sur le bois. Je ne l'ai pas traqué. Je n'ai pas vérifié sa localisation. C'est ce que font les gens anxieux, et l'anxiété se révèle toujours trop tôt. Au lieu de cela, j'ai observé les schémas. Son itinéraire de vol était dans ma boîte de réception, transféré des semaines auparavant sans la moindre arrière-pensée. Classe à faire, une escale juste assez longue pour générer de l'impatience. Arrivée prévue pile à l'heure du dîner. Je l'imaginais à la porte d'embarquement, faisant défiler son écran, confiant. Ignorant que sa valise était devenue une introduction plutôt qu'une cachette. J'imaginais le moment où la fermeture éclair s'ouvrirait, non avec peur, mais avec attente. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Un message de lui. Une
Photo d'une fenêtre de salon d'aéroport. La ligne d'horizon floue derrière la vitre. Longue journée déjà, a-t-il écrit. J'ai fixé l'écran avant de répondre. Puis j'ai tapé, effacé, et finalement envoyé une seule ligne. Passe le bonjour à la ville pour moi. Rien de plus. Les heures ont passé, le soir s'est installé. La lumière s'est adoucie, les ombres se sont allongées. J'ai cuisiné pour une personne et j'ai mangé lentement, le silence n'étant plus inconfortable. Quelque part au-dessus des nuages, Olivier se rapprochait du point de non-retour. Croyant toujours maîtriser le calendrier. Je n'avais pas besoin de me presser. L'avion avait déjà décollé, et au moment où il atterrirait, la première fissure serait déjà en train de se former, silencieusement et visiblement, exactement. Comme les choses se brisent vraiment. La chambre d'hôtel sentait le nettoyant aux agrumes et un calme artificiel. Olivier posa sa valise sur le porte-bagages sans y penser, desserrant sa cravate. Tandis que Manon se déplaçait dans la pièce, retirant ses talons, agissant déjà. Comme si elle était chez elle. Elle se versa un verre d'eau, jeta un coup d'œil aux lumières de la ville par la fenêtre et sourit comme le font les gens qui croient être arrivés à un endroit permanent. Enfin, dit-elle. Je déteste voyager. Léger. Olivier l'entendit à peine. Il répondait à un email professionnel, les doigts se déplaçant rapidement, confiant, distrait. La valise attendait. Patiente. Manon s'accroupit la première. Elle ouvrit la fermeture éclair avec une familiarité exercée, s'attendant à de la soie, l'anticipation déjà inscrite dans sa posture. Lorsqu'elle souleva la première couche de chemise, son sourire vacilla, ne disparut pas, mais s'interrompit. Elle plongea la main plus profondément, ses doigts effleurant un tissu qui n'était pas ce qu'elle attendait. Du coton. Elle le sortit lentement. Un pyjama fleuri se déplia dans ses mains. Modeste, démodé, doux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la séduction. Les fleurs étaient passées, les couleurs douces, presque tendres. Manon cligna des yeux une fois, puis deux, comme si l'image pouvait se réarranger pour prendre un sens. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle. Olivier leva les yeux, agacé par l'interruption. Quoi ? Elle tourna le pyjama vers lui. Ça. Son visage changea instantanément. Pas de culpabilité, pas de confusion. Mais de la reconnaissance. L'atmosphère de la pièce changea. Le bourdonnement du climatiseur devint plus fort. Olivier lui prit le pyjama, fixant le nom brodé à l'intérieur du col comme s'il l'avait mordu. Geneviève. C'est à ma mère, dit-il. Automatiquement, puis il s'arrêta. Le silence s'installa entre eux. Le rire de Manon sortit, grêle. Ce n'est pas drôle. Je ne l'ai pas. Il déglutit. Il n'était pas là quand j'ai fait ma valise. Elle recula. Alors ? C'est ta femme qui a fait ta valise. Ce n'était pas une question. Olivier ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait incertain. Manon croisa les bras, l'étudiant d'un œil nouveau. Elle sait, dit-elle doucement, non pas en accusant, mais en observant. Non, dit-il. Trop vite. Elle ne ferait pas. Ne ferait pas quoi ? L'interrompit Manon. Planifier, se souvenir ? Envoyer un message sans dire un mot. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas de la colère. C'est pire. Olivier baissa les yeux sur le pyjama, prenant soudain conscience de la nature délibérée, personnelle et intime de ce geste. Manon recula d'un autre pas,
son excitation se transformant en quelque chose de plus froid. Je ne pense pas être là. Première, dit-elle. Et je ne pense pas être spéciale. Elle attrapa son manteau. Alors que la porte se refermait derrière elle quelques minutes plus tard. Olivier restait debout au milieu de la pièce, tenant le pyjama comme une relique. D'un passé qu'il avait sous-estimé. Pour la première fois, la peur s'insinua. Non pas celle d'être découvert, mais celle d'avoir été déjoué. Manon n'a pas claqué la porte en partant. C'est ce qui a le plus déstabilisé Olivier. Elle l'a fermé soigneusement, presque poliment, comme s'il était des collègues terminant une réunion gênante au lieu de deux personnes au milieu. Des décombres d'un mensonge. Le cliquetis du loquet résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû, emplissant la pièce d'un silence qui lui oppressait la poitrine. Olivier se tenait là, figé, le pyjama fleuri toujours dans ses mains. Il ne l'avait pas poursuivi. La fierté l'avait d'abord arrêté, puis quelque chose de plus froid. Le calcul. La poursuivre aurait signifié admettre que cela comptait. Et l'admettre aurait signifié reconnaître qui avait vraiment le dessus. Il plia le pyjama une fois, puis une autre, plus lentement cette fois. Le coton résistait à ses mouvements, se froissant imparfaitement. Il le posa sur le lit. Comme un objet qui méritait le respect, et non d'être jeté. C'est seulement alors qu'il comprit. Cela n'avait pas été destiné à Manon. Il n'y avait pas eu de cris, pas de confrontation, pas de message exigeant des réponses. Juste un signal unique et sans équivoque, délivré avec une précision chirurgicale. Sophie ne l'avait pas démasqué. Elle s'était présentée correctement à la femme qu'il pensait cacher. Son téléphone vibra. Un texto de Manon, déjà détaché. Je ne fais pas ça. Quoi que tu t'aies raconté à son sujet, tu as tort. Il tapa une réponse. L'effaça, tapa à nouveau, l'effaça aussi. Tout ce qu'il dirait maintenant semblerait insignifiant, réactif, défensif. Il posa le téléphone face contre le bureau, prenant soudain conscience de la fréquence à laquelle il avait fait ce geste à la maison. De l'autre côté de la pièce, les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, lointaine et indifférente. Olivier s'assit sur le bord du lit, se frottant les mains, essayant de retrouver un sentiment d'orientation. Pendant des années, il avait cru que le contrôle venait du secret, de la gestion de l'information, de la décision de ce que les gens étaient autorisés à savoir. Mais ce n'était pas du secret. C'était une exposition sans spectacle. Sophie ne l'avait pas humilié publiquement. Elle avait fait bien pire. Elle l'avait humilié en privé, dans un espace où il n'y avait pas de public à impressionner, pas de rôle à jouer, aucune façon de manipuler le récit. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Sophie. Juste un message. Es-tu bien arrivé? Olivier fixa l'écran. Sa gorge se serra. Il réalisa avec une clarté qui lui noua l'estomac que quelle que soit la réponse qu'il choisirait, ce serait déjà la mauvaise. L'équilibre avait basculé. Le silence entre eux n'était plus de l'ignorance. C'était de la conscience. Et la conscience, une fois introduite, ne pouvait être défaite. Il posa le téléphone. Sans répondre, le pyjama toujours posé entre lui et la ville au-delà de la vitre. Pour la première fois de sa vie, Olivier comprit le vrai coup de sous-estimer quelqu'un qui choisissait le silence non par faiblesse, mais par contrôle. Olivier attendit 3 heures avant d'appeler. Il se dit que c'était une stratégie, que le silence lui donnerait le temps de réfléchir, de reprendre le
contrôle d'une situation qui avait dérapé de manière inattendue. En réalité, il avait peur, non de la confrontation, mais de dire la mauvaise chose et de confirmer ce que Sophie savait déjà. Quand il composa enfin le numéro, il était près de minuit. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'elle ne réponde. « Salut » dit Sophie, sa voix calme, posée, comme si elle se tenait dans leur cuisine au lieu d'être à des kilomètres de la catastrophe dans laquelle il était assis. « Tu n'as pas répondu au texto, dit-il, choisissant l'ouverture la plus sûre. « J'étais occupé, répondit-elle. Pas d'excuses, pas d'explication. Olivier déglutit. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, m'assurer que tu vas bien. C'était ça. L'inversion familière, l'inquiétude comme couverture. Il l'avait déjà utilisée. Toujours avec succès. Je vais bien, dit Sophie. Comment se passe ton voyage? Il hésita. Longue. Une très longue journée. Elle fredonna doucement, un son neutre. Indéchiffrable. Tu as déjà défait ta valise? La question tomba plus lourdement. Qu'elle n'aurait dû. Pourquoi, demanda-t-il trop vite. Simple curiosité. Dit-elle. Tu défais toujours ta valise tout de suite. Ça t'aide à te sentir installé. Elle le connaissait trop bien. Ou peut-être l'avait-elle toujours connu. Oui, mentit-il. Tout va bien. Il y eut une pause. Pas gênante? Intentionnelle. Tu as emporté tout ce dont tu avais besoin, demanda-t-elle. Olivier ferma les yeux. Oui. Un autre temps de silence s'étira juste assez longtemps pour le mettre mal à l'aise. Bien, dit Sophie. Je détesterais que tu te sentes pris au dépourvu. Le mot résonna dans sa tête. Pris au dépourvu. Il changea de sujet, lui demanda comment s'était passée sa journée, parla du temps. De tout et de rien. Elle répondit poliment, efficacement, ne lui donnant aucune prise émotionnelle à laquelle se raccrocher. C'était comme parler à quelqu'un qui était déjà hors de portée. Juste avant de terminer l'appel, elle ajouta nonchalamment. J'ai vu ta mère aujourd'hui. Son cœur rata un battement. Ah oui? Oui, elle t'embrasse. Rien de plus. Pas de contexte, pas d'explication. Une fois l'appel terminé, Olivier resta assis dans le noir, le téléphone toujours collé à son oreille. Il se repassa la conversation encore et encore, cherchant des failles, de la colère, une accusation. Il n'y en avait aucune. C'était ça le problème. Parce que Sophie ne l'avait pas confronté, elle n'avait pas exigé de réponse ni posé d'ultimatum. Elle avait fait quelque chose de bien plus dangereux. Elle lui avait fait savoir qu'elle ne devinait plus. Et quelque part, entre cette prise de conscience et le bourdonnement constant de la ville devant sa fenêtre, Olivier comprit que quelque chose d'irréversible avait commencé. Déclenché par une seule question à laquelle il ne pourrait plus jamais répondre. Honnêtement. Le téléphone d'Olivier sonna juste après 7 heures du matin. Il avait à peine dormi. La chambre d'hôtel semblait différente à la lumière du jour, moins indulgente, plus exposée. Il vérifia l'écran et sentit un serrement dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. « Maman » répondit-il à la 3e sonnerie. « Salut, maman. »« Bonjour, Olivier » dit Geneviève. Sa voix était posée, sans hâte. « Je t'ai réveillé ?»« Non » mentit-il automatiquement. « Bien. » Une pause, pas accidentelle. « Je ne te retiendrai pas longtemps. » Il attendit.
Geneviève ne gaspillait jamais ses mots. Je voulais te dire, continua-t-elle, que Sophie est passée hier. Nous avons pris le thé. Sa prise sur le téléphone se resserra. Ah, oui. Une autre pause. Elle m'a aidé à réorganiser tout le placard. L'air sembla plus lourd. Olivier fixa la moquette, sachant déjà où cela menait et détestant ne pas pouvoir l'arrêter. Elle est très attentionnée, ajouta Geneviève. Tu as toujours bien choisi à cet égard. Maman, dit-il prudemment. Y. A-t-il une raison à ton appel? Oui, répondit Geneviève. Il y en a une. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait jamais eu besoin. J'ai remarqué qu'il manquait quelque chose sur mon étagère, dit-elle. Un vieux pyjama. En coton. Fleuri. Tu t'en souviens? La gorge d'Olivier s'assécha. Je n'ai pas besoin d'explications, l'interrompit Geneviève. J'ai besoin que tu écoutes. Il écouta. J'ai gardé ce pyjama pendant plus de 30 ans, dit-elle. Non pas parce qu'il était joli, mais parce qu'il me rappelait le moment où j'ai cessé de réagir et où j'ai commencé à réfléchir. Le silence emplit l'espace entre eux. Je me suis ridiculisé une fois, poursuivit-elle. J'ai pleuré devant des gens qui prenaient plaisir à me voir supplier. Je ne le referai pas, et je ne regarderai pas une autre femme de cette famille apprendre cette leçon à la dure. Olivier déglutit. Sophie ne sait pas ce qu'elle fait. Geneviève rit doucement, sans gentillesse. Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est pourquoi je ne l'ai pas arrêtée. Les mots tombèrent avec une finalité. Tu m'as élevé pour être loyal, dit faiblement Olivier. Je t'ai élevé pour être honnête, le corrigea Geneviève. La loyauté sans honnêteté n'est que de la convenance. Elle soupira, la première trace de lassitude dans sa voix. Quel que soit le jeu auquel tu pensais jouer, tu n'es plus la personne la plus intelligente de la partie. Maman, je t'aime, dit-elle en le coupant. Mais l'amour ne te protège pas des conséquences. Il détermine seulement si tu les affrontes avec dignité. L'appel se termina. Olivier resta assis sur le bord du lit, le téléphone froid dans sa main, la compréhension s'installant enfin. Ce n'était pas seulement sa femme. C'était un règlement de compte, et il avait déjà été sanctionné. Olivier est rentré 2 jours plus tôt. Je le savais avant qu'il ne me le dise. Il annonçait toujours ses changements avec une fausse décontraction, comme si la confiance pouvait réécrire la réalité. Son texto est arrivé à midi, courez. Soigneusement neutre. Vol modifié. Je serai à la maison ce soir. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Pas de réponse, pas d'accusé de réception. Le silence était devenu un langage, et j'étais enfin devenue experte. Ce soir-là, j'ai mis la table pour 2. Non pas parce que je voulais la normalité, mais parce que la routine déstabilise ceux qui s'attendent au chaos. J'ai préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon. Rien de compliqué. Juste quelque chose de familier. L'odeur emplit la maison, constante et calme. Comme si rien ne s'était fissuré sous la surface. La porte d'entrée s'est ouverte à 19h18. Olivier est entré lentement, sa valise roulant derrière lui. Il avait l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le voyage. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant des signes. Colère, accusation, dégâts. Il n'en a trouvé aucun.
Salut, dit-il. Salut, ai-je répondu. Sans lever les yeux de la cuisinière. Il est resté là, incertain, pendant que je servais et que j'apportais les assiettes à table. C'est seulement à ce moment-là que j'ai croisé son regard. Ce qu'il avait répété n'a pas survécu à l'instant. Tu es rentré plus tôt, ai-je dit. J'ai pensé que ce serait mieux, répondit-il. Pour parler. J'ai hoché la tête. Le dîner est prêt. Nous avons mangé en silence. Pas un silence tendu, juste calme. Il m'observait plus que son assiette, suivant chaque mouvement, chaque souffle, attendant que quelque chose se brise. Finalement, il s'est raclé la gorge. As-tu fait ma valise? J'ai posé ma fourchette doucement. Oui. Il a expiré, un mélange de soulagement et d'effroi. Pourquoi? J'ai soutenu son regard. Parce que tu as été négligent. Sa mâchoire s'est crispée. Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas dit ce que je crois, ai-je répliqué. J'ai dit que tu as été négligent. Il s'est penché en avant. Tu m'as embarrassé. Non, ai-je dit calmement. Je t'ai informé. La distinction a fait son effet. Tu ne m'as pas confronté, dit-il. Tu n'as même pas demandé. Je n'en avais pas besoin, ai-je répondu. Tu m'as montré. Il a détourné le regard, les mains jointes, la confiance qu'il portait si facilement. Maintenant à nu. J'ai fait une erreur. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Une erreur, c'est oublier quelque chose. Planifier, c'est différent. Il m'a suivi dans la cuisine. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je me suis retourné, laissant enfin la vérité faire surface. Maintenant, ce n'est plus toi qui décides du rythme. Pour la première fois, il a eu l'air effrayé. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement stable. Ce qui allait suivre ne serait pas de la survie. Ce serait la conséquence. Geneviève est arrivée le lendemain soir sans prévenir. Sa présence n'était jamais accidentelle. Elle est entrée dans la maison avec son calme habituel, son manteau soigneusement boutonné, sa posture droite, ses yeux vifs. Olivier s'est raidi dès qu'il l'a vue, comme un enfant pris sur le fait, ne sachant s'il devait se cacher ou s'expliquer. J'espère que je ne dérange pas, dit calmement Geneviève. Pas du tout, ai-je répondu. Nous allions justement manger. Olivier ouvrit la bouche, puis la referma. Tout ce qu'il avait prévu de dire s'est dissous sous son regard. Nous nous sommes assis autour de la table commune. Image d'un autre temps. La même salle à manger, les mêmes chaises, la même argenterie que Geneviève nous avait offerte pour notre anniversaire de mariage. Des années auparavant. La familiarité a cette façon d'exposer les mensonges en refusant de changer de forme. Geneviève a posé sa serviette sur ses genoux et a regardé son fils. Tu as l'air amaigri, observa TL. La semaine a été stressante, dit prudemment Olivier. Oui, répondit-elle. J'imagine. J'ai servi le dîner. Le cliquetis des assiettes semblait plus fort que d'habitude. Personne ne se pressait, personne ne comblait le silence. Geneviève avait toujours compris que le malaise était plus révélateur lorsqu'on le laissait respirer. À mi-repas, elle a repris la parole. Je croyais que la confrontation était une force, dit Geneviève en coupant lentement sa nourriture. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'élever la voix signifiait que je comptais. Les épaules d'Olivier se
sont tendus. J'avais tort, continua-t-elle. La personne la plus bruyante dans la pièce est généralement celle qui est déjà en train de perdre. Elle m'a regardé alors, son expression s'adoucissant très légèrement. Sophie m'a aidé à m'en souvenir. La fourchette d'Olivier s'est arrêtée en l'air. Te souvenir de quoi? Que la dignité ne requiert pas de permission, répondit Geneviève. Et que le silence peut être un acte de respect de soi. Le mot s'est posé lourdement sur la table. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois négligent avec la confiance des gens, dit-elle en se tournant à nouveau vers son fils. Et je ne t'ai pas élevé pour que tu crois que tu n'aurais jamais à rendre de compte simplement parce que tu es malin. Maman, commença Olivier. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'est, l'interrompit doucement Geneviève. Et tu le sais. Pas d'accusation. Pas de nom, juste la vérité dite simplement. Elle termina son repas, puis posa sa serviette. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux que tu te souviennes de quelque chose, lui dit-elle. Aucune femme de cette famille ne devrait avoir à se battre pour obtenir la clarté. Si elle doit planifier à la place, c'est que tu as déjà échoué. Geneviève se leva, prit son manteau et se tourna vers moi. Merci pour le dîner, Sophie. Alors que la porte se refermait derrière elle, la maison sembla plus silencieuse que jamais. Olivier resta assis, immobile, fixant son assiette. Pour la première fois, il n'y avait plus nulle part où se cacher. Olivier n'a pas parlé cette nuit-là après le départ de sa mère. Il est resté assis à la table de la salle à manger longtemps après que les assiettes ont été débarrassées, les mains croisées devant lui, fixant un espace qui ne contenait plus rien de familier. Je l'ai laissé s'asseoir là. Le silence avait gagné sa place entre nous, et je n'allais pas l'interrompre. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a finalement essayé. J'étais dans la cuisine, la lumière du soleil traversant le comptoir, quand il est apparu dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air différent, plus petit en quelque sorte, comme la version de lui-même qu'il était avant que la certitude ne le rende négligent. Il faut qu'on parle, dit-il. Je ne me suis pas retourné. Nous parlons depuis des jours. Non, répondit-il doucement. Nous tournons en rond. J'ai posé ma tasse et lui ai fait face. Alors dis ce que tu as à dire. Il inspira lentement, comme quelqu'un qui entre dans l'eau froide. Ce n'était pas qu'une seule fois. C'était là. La vérité, arrivant tardivement et déjà affaiblie par le retard. Ça a commencé. Après le séminaire à Lyon, a-t-il continué. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. Je me suis dit que c'était temporaire. Je regardais son visage pendant qu'il parlait, notant ce qui manquait. Il n'a pas dit amour. Il n'a pas dit solitude. Il n'a pas dit regret. Seulement la commodité déguisée en fatalité. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Il a hésité. Trop longtemps. Assez longtemps, a-t-il admis. J'ai hoché la tête. Et tu pensais que je ne remarquerais pas? Je pensais que tu me faisais confiance, dit-il rapidement. C'était le cas, ai-je répondu. C'est pour ça que tu te sentais en sécurité pour mentir. Il a tressailli, les mots frappant plus fort que n'importe quelle voix élevée. J'y ai mis fin, dit-il. Quand j'ai vu ce que tu as fait avec la valise, j'ai su que c'était fini. J'ai incliné la tête. Tu n'y as pas mis fin. Tu en as perdu le contrôle. Il s'est approché
Je te dis tout maintenant. Ça ne compte pas pour quelque chose? Je l'ai étudié un long moment. Les confessions n'ont d'importance que lorsqu'elles arrivent avant les conséquences. Ses épaules s'affaissèrent. Alors c'est tout. Non, ai-je dit calmement. C'est le milieu. Il a levé les yeux, cherchant de l'espoir sur mon visage. Ce qu'il a trouvé à la place, c'était de la résolution. On ne te décerne pas de médaille pour une honnêteté à laquelle tu as été contraint, ai-je continué. Et tu n'as pas à décider à quoi ressemblent les réparations après avoir brisé quelque chose que tu ne pensais pas que je protégerais. Il a dégluti difficilement. Que veux-tu? J'ai soutenu son regard sans hésitation. Je veux que la vérité cesse de prétendre me rendre service. Pour la première fois depuis le début, Olivier comprit quelque chose de crucial. Il n'avouait pas pour sauver notre mariage. Il avouait pour se sauver lui-même. Et cette distinction changeait tout. Olivier pensait que la confession était le pire. Qu'une fois que tout serait enfin dit à voix haute, la tension se briserait, le sol se stabiliserait, et nous passerions à ce qui viendrait ensuite. Il croyait que la vérité fonctionnait comme une clé, ouvrir la porte, la franchir, être pardonné ou rejeté, mais au moins en avoir fini. Il avait tort. Le lendemain soir, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi dans le salon. Pas à la table où vivaient les disputes, pas dans la chambre où les souvenirs adoucissent des choses qu'ils ne devraient pas. Un endroit neutre, un endroit honnête. Je dois te montrer quelque chose, ai-je dit. Il s'est rédimé à hocher la tête. J'ai posé un mince dossier sur la table basse entre nous. Pas de façon dramatique, pas en le claquant, juste là. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé tout ce que tu supposais que je n'avais pas, ai-je répondu. Il l'a ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents dont il ne soupçonnait plus l'existence. D'anciens contrats portant encore mon nom. Des emails de clients qui avaient pris contact au fil des ans et n'avaient jamais eu de réponse parce que j'avais refusé pour lui. Des notes, des dates, une chronologie de sacrifices. Qui avait tranquillement bâti sa stabilité. Puis vint la dernière section. Des messages imprimés. Un reçu d'hôtel. Un email transféré par erreur. Rien d'explicite, rien de scandaleux, juste assez pour être indéniable. Son visage est devenu blême. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-il demandé, l'instinct de défense se déclenchant trop tard. Non, ai-je dit d'un ton égal. J'ai été attentive. Il a tourné les pages plus vite maintenant, la panique remplaçant la confiance. Ça ne veut pas dire ce que tu penses. Je sais exactement ce que ça veut dire, ai-je répondu. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que ça coûte. Il a levé les yeux, son regard cherchant le mien. Qu'est-ce que tu fais? Je corrige. Un déséquilibre, ai-je dit. Tu pensais que le seul risque était de me perdre. Ça n'a jamais été vrai. Il a secoué la tête. Tu n'es pas comme ça. C'est toi qui m'as rendu comme ça, ai-je répondu, en pariant que je ne m'adapterais pas. Je me suis légèrement penché en avant. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu as structuré ta vie autour de l'hypothèse que j'absorberais toujours les dégâts en silence. Le silence s'est étiré. Je n'avais pas l'intention de te quitter de cette façon, dit-il doucement. Je sais, ai-je répondu. Tu avais l'intention de ne pas avoir besoin de plan du tout.
Il a fermé lentement le dossier, la prise de conscience s'installant. Ce n'était pas une réaction émotionnelle. C'était de la préparation. Et pour la première fois, Olivier a compris quelque chose qui ne pouvait être défait. Je n'avais pas attendu la vérité. J'avais construit un moyen de pression. Olivier n'a pas remarqué le changement tout de suite. Il croyait encore que c'était une phase, douloureuse, inconfortable, mais temporaire. Que s'il restait calme, s'excusait correctement et attendait assez longtemps, je finirais par m'adoucir. Il avait bâti sa confiance sur ce schéma pendant des années. Ce fut sa dernière erreur. 2 jours plus tard, je lui ai demandé de me retrouver à nouveau à la table de la salle à manger. Pas la nuit, pas dans un moment chargé d'émotions. En milieu de matinée, une lumière claire, un café non touché. J'ai parlé à un avocat, ai-je dit, en plaçant une fine enveloppe entre nous. Ses yeux se sont tournés vers elle, puis sont revenus sur mon visage. Déjà? Oui. Il a expiré, forçant un petit sourire condescendant. Sophie, tu n'as pas besoin de te précipiter dans quelque chose d'irréversible. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons. Ce n'est pas une demande de divorce, les jeux interrompus. C'est une convention de séparation de corps. Cela l'a pris au dépourvu. Il a ouvert l'enveloppe lentement, parcourant les pages. Au début, ses épaules se sont détendues. Pas d'accusation, pas d'exposition publique, pas de perte immédiate de réputation. Puis il a commencé à lire plus attentivement. Le front plissé. C'est quoi cette clause, a-t-il demandé. Elle protège mes revenus, ai-je dit. Actuels et futurs. Tu n'en as pas. Si, ai-je répondu. Tu as juste cessé de le remarquer. Il a tourné une autre page. Et ça décrit un contrôle temporaire des actifs, ai-je dit calmement. Jusqu'à ce que la divulgation complète soit faite. Sa mâchoire s'est crispée. C'est agressif. C'est équilibré, ai-je corrigé. Agressif aurait été de te prendre par surprise. Il a levé les yeux brusquement. Alors c'est une menace. Non, ai-je dit. C'est un choix. Le silence s'est fait pressant. Tu me coinces, dit-il doucement. J'ai soutenu son regard. Non. Je retire le piège que tu as construit pour moi. Il a repoussé les papiers. Si je signe ça, ça ressemble à un aveu. Si tu ne le fais pas, ai-je répondu, nous passerons à l'étape supérieure, publiquement. Légalement, financièrement. Son visage a pâli. Il a enfin compris où il se trouvait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du confinement. Tu as planifié ça, dit-il. Je me suis préparé, ai-je répondu. Il y a une différence. Il s'est penché en arrière, fixant le plafond comme s'il pouvait y trouver conseil. Quand il a repris la parole, sa voix était plus basse. Tu as toujours dit que tu détestais les conflits. C'est vrai, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai choisi la résolution. L'horloge tic-taquait bruyamment dans la pièce. Les secondes ont passé, puis les minutes. Olivier a pris le stylo. Pour la première fois depuis le début, il ne choisissait pas ce qu'il voulait. Il choisissait ce qu'il pouvait encore se permettre de perdre. Et je l'ai regardé signer, sachant que le plus difficile n'était pas de partir. C'était de réaliser que je n'en avais plus besoin.
Les conséquences ne sont pas arrivées tout en même temps. Elles ne le font jamais. Elles sont venues discrètement, habillées en routine, déguisées en réunion et en email qu'Olivier supposait inoffensif. Au début, il ne m'en a pas parlé. Il croyait encore pouvoir gérer cette partie seul, que sa vie professionnelle était un territoire distinct où il restait intouchable. Il se trompait aussi sur ce point. Ça a commencé par un changement dans son agenda. Une réunion supprimée sans explication. Puis une autre ajoutée, une évaluation interne prévue tard un vendredi après-midi. Le genre de réunion que personne n'attendait avec impatience et à laquelle personne n'assistait à la légère. Ce soir-là, il est rentré plus tard que d'habitude. Pas affolé, pas en colère. Juste vide. Il restructure, dit-il en posant ses clés avec un soin délibéré. Rien d'officiel. J'ai hoché la tête, sachant déjà. Le langage d'entreprise avait toujours été son bouclier. Il lui faisait confiance pour adoucir la réalité. Comme il avait autrefois fait confiance à son charme. Une semaine plus tard, les emails ont commencé. Des demandes des ressources humaines, des suivis de conformité, un rappel du code de conduite de l'entreprise transmis à tous les directeurs, mais qui lui a été envoyé séparément aussi. Subtil, poli, inévitable. J'ai observé de loin sa confiance s'éroder par petites touches humiliantes. La façon dont il vérifiait son téléphone plus souvent. La façon dont sa posture changeait quand il parlait de travail, comment il avait cessé d'utiliser des mots comme stratégie pour commencer à dire « on verra ». Un soir, il l'a finalement dit. Ils me mettent en congé. Je n'ai pas demandé pourquoi. Ils ont dit qu'il y avait des inquiétudes concernant mon jugement, a-t-il continué. La voix tendue. Conduite personnelle, risque pour la réputation. Je l'ai regardé. Alors, vraiment regardé. L'homme qui croyait autrefois pouvoir diviser sa vie en compartiments étanches, mari ici, cadre là, comprenait maintenant ce que j'avais toujours su. Les systèmes communiquent entre eux. Que vas-tu faire, ai-je demandé. Il a ri, un rire court et amer. Je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir a complètement basculé. Il n'était pas puni par moi. Je n'avais pas passé un appel. Je n'avais pas envoyé un email. Je n'avais pas murmuré un mot. Il faisait face au résultat naturel de choix faits en supposant que personne ne ferait jamais le lien. Un mois plus tard, son titre avait disparu. Pas bruyamment, pas publiquement. Réaffecté. Manon a appris le coup de sa confiance lentement. Au début, rien ne semblait différent. Son téléphone vibrait toujours. Son agenda se remplissait toujours. Elle se disait que l'incident de l'hôtel avait été un malentendu. Inconfortable. Oui, mais oubliable. Les hommes comme Olivier avaient toujours des mariages compliqués. Les femmes comme Sophie étaient prévisibles, silencieuses, des obstacles temporaires. Cette croyance a duré exactement 2 semaines. La première annulation est venue d'un conseil d'administration caritatif avec lequel elle travaillait depuis des années. Poli, plein de regrets. Nous avons décidé de prendre une autre direction. Aucune explication, aucune place pour les questions. Puis une autre, une marque de luxe a suspendu une collaboration, citant des problèmes d'alignement. Une troisième lui a demandé de se retirer d'un événement à venir jusqu'à ce que les choses se calment. Quelle chose, a demandé Manon à voix haute dans un appartement vide. Il n'y avait pas de gros titre, pas d'accusation publique, pas de retombées dramatiques contre
lesquelles elle pouvait se défendre. C'était ça le problème. On ne peut pas argumenter avec le silence. On ne peut pas combattre ce que personne ne nomme. Elle a appelé une ancienne collègue, baissant la voix comme si elle demandait une faveur. La femme a hésité avant de répondre. Officieusement, a-t-elle finalement dit. Les gens sont prudents. Prudents à propos de quoi, a insisté Manon. Une pause, puis, d'être associé à l'incertitude. Manon a raccroché et a fixé son reflet dans l'écran sombre de son téléphone. Pour la première fois, elle l'a senti. Le changement, la ligne invisible entre être demandé et être risqué. Elle a pensé à Sophie alors, non avec colère, mais avec une prise de conscience grandissante. Il n'y avait eu aucune confrontation, aucun avertissement, juste cette valise, ce pyjama, un message délivré sans qu'elle ne soit jamais directement interpellée. Elle avait supposé que cela signifiait qu'elle n'avait pas d'importance. Maintenant, elle comprenait. Cela signifiait qu'elle comptait trop pour être reconnue. Un mois plus tard, Manon était assise dans un café, faisant défiler des emails sans réponse, sa confiance s'effilochant dans les espaces silencieux entre les notifications. Personne ne lui devait d'explication. Personne ne lui avait promis de protection. Elle avait bâti son ascension sur la proximité du pouvoir. Et le pouvoir, elle l'apprenait, ne protège jamais les éléments temporaires. Au moment où elle a accepté un contrat plus petit, moins bien payé, sans visibilité, elle a enfin compris la leçon qu'elle avait manquée depuis le début. Elle n'avait pas été en compétition avec une épouse. Elle était entrée dans un système qui se refermait déjà. Et le prix à payer pour se croire spécial dans la trahison de quelqu'un d'autre, c'est de découvrir à quel point le silence peut vous rendre remplaçable. Au moment où Manon a cessé d'attendre un appel qui ne viendrait jamais, les dégâts étaient déjà complets. Pas bruyants, pas cruels, juste finaux. Stéphane Dubois n'est pas arrivé avec fracas. C'est la première chose qui m'a frappé. Son nom est apparu dans ma boîte de réception un mardi matin, enfoui entre des mises à jour de fournisseurs et des ébauches de clients, pas de subterfuge dans l'objet, pas de drapeau d'urgence, juste quelques mots. Libre. Pour discuter, j'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire. Stéphane et moi ne nous étions pas parlé depuis des années, depuis que la vie nous avait entraînés dans des versions différentes de nous-mêmes. À l'époque où nous nous connaissions, nous construisions tous les deux quelque chose. À l'époque où l'ambition semblait pure. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain après-midi. Nous avons choisi un café tranquille dans le centre-ville de Tours, tout en vert et en lumière douce, le genre d'endroit conçu pour les conversations qui comptent. Stéphane était déjà là quand je suis arrivé, se levant dès qu'il m'a vu. Il avait l'air plus âgé, de la manière dont les gens le deviennent lorsque l'expérience remplace l'urgence, calme, posé, peu impressionné par son propre succès. Tu as l'air stable, dit-il après que nous nous soyons assis. Toi aussi. Ai-je répondu. Il a souri faiblement. Ça a pris du temps. Nous n'avons pas parlé d'Olivier au début. Stéphane ne se précipitait jamais vers les problèmes. Au lieu de cela, il m'a interrogé sur mon travail, mes idées, les projets que j'avais abandonnés et ceux que je reconstruisais discrètement. Il écoutait comme le font les gens qui n'attendent pas leur tour pour parler. Finalement, il s'est penché en arrière. J'ai entendu des choses, dit-il prudemment. Je n'ai pas posé de questions. J'ai apprécié cela plus qu'il ne l'imaginait.
Je me lance dans l'investissement résidentiel, a-t-il continué. Je pensais que tu pourrais vouloir être consultante. Stratégie de conception, sur un pied d'égalité. Pas de pitié, pas de sauvetage. Une offre, pas une bouée de sauvetage. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, ai-je dit. Je sais, répondit-il simplement. C'est pour ça que j'ai appelé. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Nous avons parlé pendant 2 heures d'espace, d'autonomie, de la façon dont l'échec enseigne la précision si on le laisse faire. Quand nous nous sommes levés pour partir, il n'y avait aucune gêne, aucune tension non résolue, juste des possibilités. Alors que nous sortions, Stéphane s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, dit-il. Tu as géré les choses en silence. Les gens sous-estiment à quel point c'est puissant. Je l'ai regardé s'éloigner, sentant quelque chose d'inhabituel monter en moi. Pas de l'espoir exactement, mais de la reconnaissance. Ce n'était pas une récompense. C'était un alignement. Pour la première fois depuis que tout avait éclaté, je n'étais pas défini par ce que j'avais survécu. J'étais invité à ce qui allait suivre. Et j'ai réalisé avec une certitude presque douce que ce chapitre ne consistait pas à remplacer quoi que ce soit que j'avais perdu. Il s'agissait de choisir ce que j'étais enfin prêt à recevoir. Le changement ne s'est pas annoncé avec excitation. Il est arrivé discrètement, déguisé en travail. Mes journées se sont remplies de visites de chantier, de prises de mesures, de brouillons étalés sur la table de ma salle à manger où vivaient autrefois les disputes. Les projets de Stéphane étaient stimulants. D'une manière qui semblait respectueuse. Des rénovations qui exigeaient de la réflexion, de la retenue et de la vision. Il ne me pressait jamais, ne me surveillait jamais. Il faisait confiance à mon instinct comme Olivier ne l'avait jamais fait. Cette confiance a reconstruit quelque chose de fondamental. J'ai loué un petit atelier dans le centre de Tours. Rien d'extravagant, juste des lignes épurées, de hautes fenêtres et assez de lumière pour me rappeler que la clarté était possible. Le premier matin où j'ai déverrouillé la porte, je suis resté là plus longtemps que nécessaire, les clés encore à la main, laissant le moment s'installer. C'était à moi, pas emprunté, pas conditionnel. Les clients ont suivi lentement au début. Des recommandations de bouche à oreille de personnes qui appréciaient la discrétion. Des femmes qui recommençaient à zéro. Des couples qui redéfinissaient leur espace. Des espaces qui devaient être sécurisants sans être petits. Je comprenais ce langage maintenant. À la maison, Olivier observait la transformation de loin. Il posait des questions avec précaution, comme si la proximité pouvait lui redonner de l'importance. Je répondais poliment, brièvement. Il n'y avait aucune cruauté là-dedans, juste de la précision. Un soir, alors que je consultais des plans sur mon ordinateur portable, il a dit doucement, « Tu sembles plus légère. » Je n'ai pas levé les yeux. Je suis aligné. Il a hoché la tête, absorbant le mot comme s'il portait un poids qu'il n'avait pas gagné le droit de porter. La convention de séparation de corps a progressé sans heurts. Pas de scène de tribunal, pas de négociation de dernière minute. Le piège avait déjà fait son travail. Ce qui restait était un processus, pas de la douleur. Stéphane et moi avons travaillé tard un soir, examinant des budgets autour d'un café refroidi. À un moment donné, il s'est penché en arrière et m'a étudié pensivement. « Tu ne reconstruis pas, dit-il. Tu affines. » J'ai souri à cela.
C'est ce qui arrive quand on sait ce sur quoi on ne fera plus de compromis. Il n'a pas répondu immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Notre lien s'est développé sans urgence, sans déclaration, sans promesse façonnée par la peur, juste de la présence, de la constance, le sentiment d'être vu sans être consumé. Pour la première fois depuis des années, je ne me mesurais pas à la perte. Je m'épanouissais. Et au fil des semaines, quelque chose s'est mis en place avec une facilité surprenante. Ce n'était pas de la survie. C'était une émergence. Je n'étais pas ressuscité de mes cendres. J'en étais sorti, propre, intact, et enfin debout sur un terrain qui me semblait m'appartenir. La vie à venir n'avait pas besoin de vengeance pour se justifier. Elle était déjà sa propre récompense. Stéphane n'a jamais demandé où nous allions. C'était ça la différence. Les semaines sont devenues des mois, et notre relation s'est développée sans étape à célébrer. Pas de conversation décisive, pas de bilans anxieux. Nous travaillions ensemble, partagions des repas entre les visites de chantier. Échangions des pensées au lieu de promesses. Il y avait un confort dans l'absence de pression. Un respect silencieux qui laissait de l'espace au lieu de le combler. Un soir, après une longue journée à examiner une propriété près de la Loire, nous nous sommes assis sur les marches devant le bâtiment, la ville bourdonnant doucement autour de nous. Le ciel commençait à peine à s'assombrir. Les lumières s'allumaient une par une, comme une lente expiration. « Tu ne te précipites pas », dit Stéphane presque pour lui-même. « J'ai appris ce qui arrive. »« Quand on le fait », ai-je répondu. Il a hoché la tête, sans chercher à en savoir plus. C'était son don, savoir que la compréhension n'exigeait pas d'explication. Olivier a déménagé peu de temps après. Pas de confrontation, pas de sortie dramatique. Il a emballé ses affaires avec la même précision soignée qu'il avait toujours utilisée. Mais maintenant, cela ressemblait à une habitude sans but. Quand il est parti, la maison n'a pas semblé vide. Elle a semblé résolue. Ce soir-là, Stéphane est venu avec des plats d'un traiteur et une bouteille de vin. Que nous n'avons pas fini. Nous avons mangé par terre, riant de voir à quel point peu de choses comptaient une fois le poids disparu. À un moment donné, il a pris ma main. Pas avec urgence, pas de manière possessive, juste là. Je ne l'ai pas retiré. J'ai été surprise de voir à quel point cela semblait naturel. Pas électrique, pas écrasant, sûr. Je ne veux pas compliquer les choses, ai-je dit doucement. Je ne veux pas te compliquer, a-t-il répondu. Il y a une différence. C'est à ce moment-là que j'ai su. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était honnête. Notre affection a grandi par touches régulières. Des textos le matin qui n'exigeaient pas de réponse, des silences partagés qui n'étaient pas lourds. Le genre de lien qui n'avait pas besoin de preuves pour exister. Je ne remplaçais rien. Je choisissais. Choisir la présence. Plutôt que la performance, la stabilité plutôt que l'intensité. Un homme qui ne confondait pas amour avec contrôle, ni attention avec droit. Un après-midi. Alors que je travaillais sur des plans dans mon atelier, Stéphane est passé à l'improviste. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, m'observant. Travailler, une admiration non dite mais claire. Tu as changé, dit-il. J'ai souri sans lever les yeux. Je suis revenu. Il ne m'a pas corrigé. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas une histoire d'amour née d'un sauvetage ou
d'une vengeance. Elle était construite sur l'alignement. Deux personnes se rencontrant sans avoir besoin de fuir leur passé. Pour la première fois, je n'avais pas peur du bonheur, car il ne me demandait rien à prouver. Il m'invitait simplement à rester. Le mariage n'a pas été ce que j'avais imaginé autrefois. Il n'y a pas eu de salle de bal, pas de marche spectaculaire dans une allée conçue pour le spectacle, pas de liste d'invités établie pour impressionner des gens qui ne remarqueraient pas ma disparition demain. À la place, il y avait de la lumière. Une douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres d'un petit bâtiment restauré au bord de la Loire. Murs blancs, parquet en bois. Fleurs fraîches arrangées par des mains attentionnées. Pas par des professionnels payés pour jouer un rôle. Geneviève était assise au premier rang. La posture fière, les yeux stables, arborant un sourire tranquille qui contenait des décennies de compréhension. Stéphane se tenait à mes côtés, calme comme toujours. Quand il m'a demandé de l'épouser, ce n'était pas pendant une crise ou un grand moment. C'était un soir ordinaire. Pendant un dîner que nous avions préparé ensemble, la vaisselle encore dans l'évier. « Je n'ai pas besoin de toi. » avait-il dit simplement. « Mais je te choisis chaque jour. » C'était suffisant. Olivier n'était pas présent. Il n'était pas invité, et il n'a pas demandé à l'être. À ce moment-là, sa vie s'était réduite à quelque chose de plus petit, de plus silencieux. Il avait déménagé, changé de poste, appris trop tard ce que signifiait sous-estimer quelqu'un qui refusait de se briser bruyamment. Je ne le détestais pas. Je n'en avais pas besoin. En me tenant là, la main dans celle de Stéphane, je n'ai ressenti aucune envie de lui prouver quoi que ce soit, à personne. Les vœux étaient simples, honnêtes, fondés sur la présence, non sur la promesse. Quand j'ai parlé, ma voix n'a pas tremblé. Je n'avais pas peur de perdre cette vie, car elle n'était pas bâtie sur une illusion. Après, nous avons célébré avec un petit groupe, des amis qui avaient été témoins de la reconstruction, pas seulement du résultat. Les rires étaient faciles, réels. Geneviève m'a pris les mains et a murmuré, « Tu n'as pas seulement survécu. Tu as appris. » Plus tard dans la nuit, quand la pièce fut de nouveau silencieuse, Stéphane et moi nous tenions près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant doucement sur la vitre. « Regrettes-tu la façon dont ça s'est terminé ?» demanda-t-il doucement. J'ai pensé à la valise, au silence, au moment où tout a basculé. « Non, ai-je dit. Je suis reconnaissante de ce que cela m'a appris. » Il a hoché la tête, m'attirant près de lui. La nuisette avait disparu depuis longtemps. Le pyjama était rangé. Ce qui restait était bien plus précieux. La clarté. Je n'ai pas gagné parce que quelqu'un d'autre a perdu. J'ai gagné parce que je me suis choisi. Calmement, précisément, sans excuse. Et c'était le genre de fin qu'aucune trahison ne pourrait jamais me prendre. C'est donc ici que l'histoire se termine. Et si vous êtes encore avec nous en ce moment précis, alors quelque chose dans ce voyage a touché votre cœur d'une manière silencieuse mais réelle. Ce que cette histoire nous enseigne vraiment ne concerne pas seulement la trahison. C'est une question de respect de soi, de timing et de force intérieure. La vie ne récompense pas toujours la personne la plus bruyante de la pièce. Parfois, elle récompense celle qui reste calme. Observe et se choisit sans tout détruire. Comme le croyaient les stoïciens, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force
C'est exactement à cela que ressemble la guérison dans la vie réelle. Pas la vengeance, pas le bruit, mais la clarté. Une autre idée stoïcienne nous le rappelle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. Et c'est peut-être pour cela que cette fin semble si satisfaisante. Pas de cris, pas de chaos, juste de la croissance, de la dignité et une vie reconstruite sur la vérité au lieu de l'illusion. Si cette histoire a résonné en vous, c'est peut-être parce que vous apprenez quelque chose de similaire dans votre propre vie. Peut-être que vous réalisez que se choisir n'est pas égoïste. C'est nécessaire.